Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Landou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, une motion de défiance a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale contre Évariste Bochab, ministre de l'Intérieur. Et cette motion a atteint le dimanche 19 avril 61 signatures. Et les signataires demandent simplement le départ de Monsieur Bochab du gouvernement. Il lui reproche l'enterrement massif du 19 mars dernier. On parlait de 425 Congolais qui ont été enterrés dans des conditions... Bon, les signataires de la motion jugent ça inhumaine. Monsieur Mbelou, avant les conclusions de l'enquête initiée par les parquets général, n'est-ce pas une manière de rendre plus compliquée une affaire qu'il est déjà? Est-ce que cette affaire est compliquée? Est-elle si compliquée que ça? En étudiant cette affaire-là de plus près, nous nous rendons compte que c'est une même guerre qui se perpétue. D'ailleurs, je venais de vous envoyer un article intitulé « Élections et crimes contre l'humanité ». Regardez, comment procèdent ceux qui ont organisé la guerre perpétuelle contre le Congo pour pouvoir exterminer les Congolais. Ils ont leurs agents dans les institutions congolaises. Ces agents procèdent à la vente des terres. Ces agents, quand ils ont vendu les terres de nos villages, ils savent que nos populations vont errer, ils vont aller vers les villes et les cités, et là, ils sont dépaysés, ils meurent. C'est une façon de participer, comme nous le disions dans l'émission de la fois passée, à l'extermination des Congolais par la faim, par la maladie, par le dépaysement, par le fait qu'ils sont, nos populations sont chassées de leurs terres et se retrouvent en ville ou dans les bidonvilles, dans l'indifférence totale. Alors, maintenant, vous me dites qu'on a déposé une motion pour que M. Bochab puisse démissionner. Essayez de revisiter l'histoire du Congo-Kinshasa depuis la guerre de l'Afdel jusqu'à ce jour et dites-moi combien de ministres ont déjà démissionné parce que des motions ont été déposées contre eux. C'est un jeu entretenu par le néolibéralo-parlementarisme qui s'est installé au Congo avec les élections de 2006 et de 2011. À quoi cela sert-il? Cela sert à entretenir l'illusion qu'on fait de la politique au Congo. Mais nous ne le dirons jamais assez. Il n'y a pas de politique au Congo. Ce qui se passe, c'est que il y a un groupe d'élite comprador, une association de businessmen qui se retrouvent pour se redistribuer l'argent du Congo en faisant semblant de pouvoir s'adonner à la politique. Et cela à quelques exceptions près, bien sûr. Mais n'allons pas nous leurrer en nous laissant croire, au vu de ce qui se passe là, qu'il y a la politique qui se fait au Congo et que demain ou après-demain, M. Bochab va démissionner parce qu'il y a une motion qui a été déposée à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas qu'à cette Assemblée nationale-là, la majorité kabyliste essoufflée s'impose. Son nombre fait qu'à un certain moment, elle soit capable de casser n'importe quelle motion. N'allons pas nous attendre à un miracle cette fois-ci. Et il n'y a rien à attendre de tout cela. Ce qu'on pourrait espérer, c'est que le peuple, avec ses patriotes éveillés, prenne de plus en plus conscience qu'il y a là une extermination systématique et bien planifiée
cette extermination de notre peuple devrait être contrée par les masses populaires aidées par des patriotes éveillés. Voilà, c'est là l'une des voies que l'on pourrait suivre pour le salut de ce pays-là. Oui, très bien. Les signataires de la motion de défiance exigent une nouvelle fois une enquête indépendante, une enquête internationale avec exhumation des corps et prise d'ADN. Monsieur Mbelou, est-ce que dans cette affaire, l'État ne joue-t-il pas en faveur du régime qui compte sur un oubli très vite ou par une autre actualité tragique qui viendrait chasser celle de la fosse commune de Maluku? Avant de répondre à votre question, moi je poserai une autre. Depuis que Chebeya est mort, à quoi les enquêtes menées ont-elles abouti? Depuis que Laurent Désiré Kabila est mort, à quoi les enquêtes menées ont-elles abouti? Vous avez suivi un documentaire dans lequel Hiro Diadombas dit que ceux qui ont été arrêtés après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila ne sont pas les véritables assassins. Mais que si on enlevait ceux-là qui sont en prison, qui est-ce qu'on mettrait à la place? Vous voyez, il n'y a pas de justice. Il n'y aura pas d'enquête indépendante. N'oublions pas, et je vous le rappelle souvent, au point de lasser certains de nos auditeurs, la guerre qui se mène au Congo est aussi la guerre de la politique et de la justice internationale. Croire aujourd'hui qu'il y aura une justice internationale qui va statuer sur les cas des compatriotes enterrés à Maluku, c'est oublier qu'après la publication du rapport Mapping, il avait été convenu que l'on mette sur pied des chambres mixtes pour juger les crimes commis depuis 2001 jusqu'au moment où le rapport avait été publié. Ces chambres mixtes n'ont jamais vu jour. Et je vous rappelle encore une fois qu'il avait été convenu que dans ce pays-là, on mette sur pied une commission vérité et réconciliation pour qu'on sache un peu ce qu'il y a eu au juste quand la guerre de l'AFDL a été imposée au pays. Cette commission-là n'a jamais fonctionné convenablement. Ce n'est pas demain que nous aurons des enquêtes bien fouillées après l'exhumation des cadavres de nos compatriotes enterrés à Maluku. N'oubliez pas que les mêmes politicards ont soutenu que la fosse commune de Maluku n'est pas la seule pour la ville-province de Kinshasa. Il y a d'autres fosses communes. Donc, enterrer les Congolais comme des indigents dont l'indifférence sans dignité sont des signes de négation, de déni de l'humanité à nos compatriotes. Mais ce déni est fondamentalement lié à la guerre qui se mène dans ce pays-là depuis les années 90 jusqu'à ce jour. N'attendons rien de bon d'une quelconque enquête que l'on pourrait mener sur cette fosse commune-là. Mais que faire alors, M. Mbelou? Est-ce que l'inaction n'est pas aussi en faveur de ces régimes, puisque cela l'arrangerait bien qu'on ne vienne pas fouiller dans ces affaires? Nous ne prenons pas l'inaction. Nous prenons tout simplement l'éveil de conscience. Nous prenons le changement des méthodes dans l'approche de ce qui nous arrive, que les patriotes éveillés travaillent avec nos masses populaires à la réidentification des véritables acteurs de la tragédie dans laquelle le Congo se retrouve aujourd'hui, qu'ils essaient de voir dans quelle mesure ces masses populaires peuvent, à moyen terme, constituer des masses critiques capables de pouvoir renverser les rapports de force. Donc ce dont il s'agit, c'est beaucoup plus de pouvoir renverser les rapports de force et non de tabler sur des cas isolés pour pouvoir entretenir un faux processus, comment dirais-je, politique.
Donc, ce processus politique-là est faux. Il faut rompre avec. Il faut passer par des ruptures qui vont faire mal, mais il faut rompre avec ce processus-là pour pouvoir travailler au renversement des forces, au renversement des rapports de force demain. Très bien. Autre chose, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC, M. Ntiki Machimbie, a présenté des excuses aux Congolais des actes barbares. Bon, c'est Radio Okapi qui rapporte cette information à Durban, en Afrique du Sud. Les diplomates sud-africains l'ont fait le vendredi 17 avril au cours d'un point de presse à Kinshasa. Monsieur Mbelou, depuis quelques jours, les Congolais et d'autres Africains sont victimes des actes de xénophobie de la part des Zoulous sud-africains. Et ce qui frappe pour le cas des Congolais, le gouvernement est resté assez discret sur cette affaire. Qu'est-ce qui peut expliquer le silence de M. Lambert Mende, lui qui est si prompt à réagir lorsque on critique, par exemple, les gouvernements congolais sur les droits de l'homme? En échangeant avec des compatriotes qui viennent en vacances ici et qui sont à Kinshasa, nous nous rendons compte que nous nous leurrons en croyant qu'il y a un quelconque pouvoir à Kinshasa. Il y a un non-pouvoir qui laisse pourrir les situations et qui laisse faire. De temps en temps, M. Lambert Mende essaye de redonner la forme à ce non-pouvoir en entretenant un discours bien fignolé là sur l'une ou l'autre question, mais il y a du non-pouvoir. Donc, nous n'avons rien à attendre de ce non-pouvoir-là. Et puis, regardez, pourquoi y a-t-il xénophobie en Afrique du Sud et maintenant? Il ne faut pas simplement voir ce qui s'est passé au niveau des attaques entre les peuples noirs. C'est aussi bon de pouvoir se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut être derrière tout ça? Hein? Qui peut être derrière tout ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi en Afrique du Sud? Quels sont les liens que l'Afrique du Sud a avec beaucoup d'autres pays émergents aujourd'hui et des liens qui peuvent faire qu'ils soient dans le viseur de certaines puissances du monde qui travaillent les populations à pouvoir s'opposer les unes aux autres afin de pouvoir déstabiliser non seulement l'Afrique du Sud, mais toute l'Afrique. Donc il y a quelque chose à pouvoir approfondir dans ce qui se passe là. Hein? Ne nous limitons pas simplement aux actes de xénophobie. Posons-nous cette question. Qui tire profit de ces actes de xénophobie? À qui profitent ces actes de xénophobie? N'est-ce pas toute l'Afrique qu'on voudrait mettre sens dessus, sens dessous? Quand on chasse les Congolais ou les Namibiens ou les Zimbabwéens de l'Afrique du Sud, eux aussi dans leur propre pays pourront s'en prendre aux Sud-Africains et c'est toute l'Afrique qui va s'embraser. Donc, je ne suis pas prophète, mais je crois qu'il y aurait une main noire devant tout ce qui est en train de se tramer là. C'est l'Afrique qui petit à petit est en train d'aller vers son implosion si il ne s'élève pas dans cette Afrique-là des patriotes africains et panafricanistes à même de sauver l'Afrique de ce danger-là. Mais M. Mbele, vous parlez d'une main noire. Est-ce que ce n'est pas une manière d'exonérer la responsabilité des responsables locaux, puisque il semble que tout soit parti d'une déclaration faite par le roi des Zoulous, Goudouel Zweletini, qui a dit qu'il y avait énormément d'étrangers en Afrique du Sud et que ceux-là devaient retourner chez eux, et les fils des Zouma semble-t-il auraient aussi embrayé dans le même sens. Parler d'une main noire, n'est-ce pas une manière d'exonérer ses responsabilités locales? Oui, je n'exonère rien.
je ne dis pas qu'il y ait par-ci par-là des compatriotes africains qui mettent du feu aux poudres. Mais habitué peut-être à ma manière, à ne pas me limiter aux épiphénomènes, je cherche toujours à comprendre ce qui se passe. Pourquoi maintenant en Afrique du Sud? Pourquoi? Pourquoi? À qui profite cela? S'il y a des responsabilités à établir, elles seront établies. L'Afrique du Sud est quand même un pays beaucoup plus sérieux que beaucoup d'autres pays africains. Espérons que les responsabilités pourront être établies et que les coupables pourront être punis. Mais je continue à croire qu'il ne serait pas exclu qu'il y ait une main noire derrière. Très bien. Monsieur Mbelou, les Congolais font l'objet régulièrement, et ils sont victimes des comportements dégradants dans plusieurs pays voisins, comme l'Angola, les Congo-Brazzaville et maintenant l'Afrique du Sud, qui est au centre de l'actualité. Monsieur Mbelou, si les Congolais émigrent massivement, n'est-ce pas en quête de meilleures perspectives ailleurs? Mais c'est une question à étudier encore une fois assez sérieusement pour en déceler les causes structurelles. Et rappelez-vous que jusque vers les années 80, il y avait certainement des Congolais qui allaient à l'extérieur, mais ce n'était pas aussi prononcé qu'aujourd'hui. Les programmes d'ajustement structurel ont appauvri sérieusement le Congo à partir des années 80. Le pays a été sérieusement endetté, avec les éléphants blancs, avec toute la dette que le pays avait contractée auprès du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Il était obligé d'exporter les matières premières et de négliger l'agriculture. Ce qui fait que plusieurs de nos villages ont été désertés et nos populations sont en train d'aller chercher ailleurs les meilleures conditions de vie. Si vous ajoutez à ces programmes d'ajustement structurel, vous y ajoutez la guerre qui a commencé vers les années 90, vous avez à la fois la guerre, les conséquences des programmes d'ajustement structurel, le manque d'infrastructures à travers tout le pays. Tout cela constitue des causes structurelles qui font que les Congolais clochardisés puissent chercher à aller trouver mieux ailleurs. Mais M. Mbelou, on ne quitte pas son pays de gaieté de cœur, et les jeunes du Katanga qui ont condamné les Sud-Africains qui ont terminé l'image de Nelson Mandela l'ont fait dans une déclaration le dimanche 19 avril, et ces jeunes ont appelé le gouvernement congolais à leur offrir de l'emploi au pays pour éviter cet exode des Congolais. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là les véritables problèmes des Congolais qui émigrent, puisqu'ils fouillent, vous-même vous avez lâché les mots, la clochardisation que leur offre leur propre pays, le Congo? Oui, mais vous savez, à un certain moment, vous aviez évoqué le nombre d'enfants non scolarisés au Congo. Ça atteignait plus de 5 millions, quelque chose comme ça. Donc, l'accès au minimum n'est pas garanti au Congo. C'est-à-dire l'accès à l'école, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'emploi. Et on ne cesse de nous dire que le Congo connaît une croissance économique à 2 chiffres. Mais du point de vue des droits socio-économiques et culturels, rien n'est respecté. Encore une fois, c'est pour vous dire qu'il y a du non-pouvoir dans ce pays-là. Le pays n'est pas gouverné. Il n'y a pas un leadership citoyen, populaire, à même d'assumer ses fonctions régaliennes comme il se doit. Voilà pourquoi, tout en considérant le fait que le pays est en train de perdre ses fils et filles qui vont ailleurs, nous en appelons à un leadership collectif, citoyen, populaire, qui pourrait demain remettre ce pays-là sur les rails. Très bien. Dans une interview accordée le jeudi 16 avril, l'ambassadeur congolais en RDC avait déploré la passivité de la police face à ces exactions qui, selon lui, n'ont pas leur raison d'être.
Et d'après des témoignages en provenance d'Afrique du Sud, des jeunes Zoulous tabassent les ressortissants d'autres communautés africaines, saccagent leurs biens et leurs commerces. Monsieur Mbelou, qu'est-ce qui peut expliquer que des gens qui ont souffert de l'apartheid et ce genre de comportement? Il y a plusieurs facteurs. Hein. Et moi, je partirais d'abord du facteur culturel, l'éducation. Hein. Ça fait plusieurs fois que je recours au petit adage de Simon Bolivar quand j'écris. Il nous domine plus par l'ignorance que par la force. L'Afrique est un même continent. Quand nous voyons comment les populations de l'Amérique latine sont en train de se mettre ensemble aujourd'hui, nous avons là un exemple que nous pouvons imiter. Mais si l'ignorance n'est pas combattue par l'école et par la culture, elle peut constituer un frein à la constitution de l'unité africaine. Les peuples qui ont souffert de l'apartheid et qui ont été soutenus par d'autres peuples africains devraient en principe comprendre que ce ne sont pas les autres Africains qui sont leurs ennemis, qui doivent pouvoir travailler main dans la main. Mais quand vous vivez dans un pays où à un certain moment, vous-même vous êtes clochardisé, intellectuellement, psychologiquement, moralement et matériellement, vous manquez des ressources qui puissent vous aider à analyser les causes structurelles et les causes profondes de la situation que vous menez. Et il arrive qu'on prenne facilement l'autre, le frère, le voisin, comme un bouc émissaire. Très bien, les élections en RDC se tiendront dans le délai, c'est ce qu'a assuré Évariste Bochab le 17 avril dernier à Kinshasa. Et il a aussi souligné que la mise en place effective de nouvelles provinces se tiendra comme prévu. C'était lors de sa réponse à la question orale avec débat initié par le député Christophe Lutundula. Ce dernier s'interrogeait sur la tenue effective de ces deux opérations dans les délais. Monsieur Mbelou, pourquoi s'acharner à lancer des processus qui vont certainement engendrer les chaos à cause du manque évident des moyens et une préparation insuffisante? Oui, parce que ces messieurs-là participent du processus du chaos constructeur. Vous avez vous-même répondu à votre question. Regardez, les principaux partis politiques congolais, ou au moins 5 d'entre eux, sont financés par les agences de sédition américaines. C'est-à-dire que leur vie idéologique est entretenue par une main extérieure. Alors, demain, qu'est-ce qui va se passer? Ces partis-là, comme ils entretiennent leur esprit partisan, malgré leur vie idéologique, vont s'empoigner. Ils vont s'empoigner pour pouvoir perpétuer le chaos. Ceux qui ont été aux affaires, comme on aime le dire chez nous, en 2006 et en 2011, qui ont commis plusieurs crimes, que ce soit les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ou les crimes économiques, ne vont pas facilement accepter de partir. Ils vont recourir à la tricherie, à la fraude, à la corruption, comme en 2006 et en 2011, pour rester calife à la place du calife. Et les autres qui n'accepteront pas qu'ils aillent eux aussi aux affaires, vont riposter, vont réagir comme on aime le dire chez nous, et le chaos va se poursuivre, le chaos va s'entretenir davantage, ainsi que dans le papier que je t'ai envoyé, je parle d'élections et de crimes contre l'humanité. Si la fameuse opposition qui fait elle aussi partie pour une large part de la nomenclature se rend compte qu'elle a en face d'elle une majorité essoufflée mais qui a commis des crimes, quel intérêt a-t-elle à pouvoir aller aux élections avec des criminels de guerre,
des criminels contre l'humanité et des criminels économiques. Donc, elle entretient, elle aussi, ce faux processus, ce processus mensonger qui n'est pas politique, mais qui est fondé sur le business, tout simplement. Donc, nous ne le dirons jamais assez, tant que nous ne comprendrons pas que nous devons pouvoir rompre avec ce processus lié à la guerre de basse intensité imposée à notre pays, les élections ne pourront pas constituer une réponse à cette guerre perpétuelle. Très bien. Pour finir un mot sur ces nouveaux drames en Méditerranée, puisque l'on annonce les naufrages d'une embarcation dans laquelle voquaient des migrants africains à la recherche d'un avenir meilleur en Occident, les bilans seraient extrêmement lourds, hein, puisqu'on parle de plus de 700 morts. Monsieur Mbelou, passez les moments de l'émotion. Quelles sont les responsabilités qu'on peut établir dans ces genres des situations? Parce que on sait que ces gens sont partis de la Libye, hein, un pays qui est actuellement bon, d'où l'État n'existe plus, il est déstructuré. L'information telle qu'elle est présentée en Occident, il y a ces moments de l'émotion, mais on n'arrive pas à établir clairement les responsabilités au-delà des passeurs, hein, qui ne font que leur business. Oui, mais regardez, je faisais allusion il n'y a pas très longtemps aux causes structurelles. La Libye, comme vous venez de le dire, a été détruite. Et rares sont ceux d'entre nous qui ne se posent plus la question de savoir pourquoi la guerre livrée contre la Libye, fondée sur, comme nous l'avions entendu, sur la recherche de la démocratie et le respect des droits de l'homme, n'a pas pu imposer la démocratie et les droits de l'homme en Libye. Là, nous avons affaire à un mensonge qui révèle ses limites aujourd'hui. Donc, la guerre qui avait été menée contre la Libye n'avait pas pour but de pouvoir permettre à ce pays-là de vivre dans la démocratie et de respecter les droits de l'homme. C'était une guerre de déstructuration, pas simplement de la Libye, mais aussi de beaucoup d'autres pays de l'Afrique du Nord. C'était une guerre qui visait la déstabilisation, la destruction d'un leader charismatique d'un pays, Muammar Kadhafi, et de tout ce qu'il avait comme idée pour l'Afrique. Voilà que Kadhafi meurt, l'Afrique du Nord et beaucoup d'autres pays qui regardent vers l'Europe et qui passent par la Libye, s'éruent vers l'Europe, et l'Europe démocratique ferme ses frontières. Elle n'analyse, elle fait semblant de ne plus analyser les causes structurelles qui font que, avec les programmes d'ajustement structurel, avec les guerres imposées à plusieurs pays africains, les Africains cherchent par tous les moyens à pouvoir gagner les pays où ils peuvent vivre, gagner leur vie, tant bien que mal. Encore une fois, nous avons intérêt à analyser posément les causes structurelles de cette mort de nos compatriotes africains dans les eaux qui séparent l'Afrique de l'Europe. Mais c'est aussi là des tombeaux creusés pour les Africains, hein, creusés pour les exterminer. Ils ne peuvent être à l'aise ni dans leur pays où il y a des guerres et des famines, ni ailleurs où les murs se sont élevés pour les empêcher de pouvoir atteindre ces pays qui ont alimenté la guerre et les programmes d'ajustement structurel dans les pays. Mais M. Mbelou, certains en Occident proposent d'adapter la politique d'aide au développement de manière à inciter ces populations à ne plus émigrer. Est-ce une piste plausible pour vous pour mettre fin, bon, pas mettre fin, mais du moins réduire ces phénomènes, hein, puisque le nombre de victimes, c'est tous les 3 mois maintenant qu'on annonce des bilans aussi lourds. Les peuples
ont toujours cherché à se déplacer, à immigrer. Mais si les pays occidentaux avaient réellement envie de pouvoir aider les pays africains à garder chez eux leurs ressortissants, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils laisseraient tout simplement aux pays africains leur capacité de s'autodéterminer. Ils feraient tout pour que les pays africains soient souverains. Ils feraient tout pour que les pays africains s'organisent et qu'au sein de ces pays-là, il y ait un maximum de solidarité et de justice sociale. C'est-à-dire, ils arrêteraient d'orchestrer les guerres contre les pays africains pour pouvoir les déposséder de leurs matières premières. Ils arrêteraient d'imposer aux pays africains, par le truchement du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, des programmes d'ajustement structurel et des mécanismes d'austérité. Mais dire cela, c'est aussi ne rien dire. C'est aux Africains qu'il appartient de voir ce qui est en train de se passer et de s'organiser autrement. Cela est possible parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que les pays latino-américains ont réussi. La Russie est en train de réussir. Aujourd'hui, les Chinois sont adoubés dans plusieurs pays qu'ils visitent. Pourquoi? J'ai suivi les informations cet après-midi. On posait à un Chinois, combien d'argent dépenses-tu avec ta femme quand tu arrives dans un shopping? Il disait $2000. Et les Chinois peuvent passer aujourd'hui d'un pays à l'autre, en Occident comme en Afrique, sans beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi d'abord à avoir un pays qui se respecte. Si vous n'avez pas vos propres pays qui se respectent et qui se font respecter parce que ils ont des gouvernants au service de leur population, personne ne va vous respecter à travers le monde. Donc, il y a le devoir que les gouvernants congolais, africains, ont de pouvoir organiser leur pays de façon que leurs ressortissants soient chez eux le plus possible et qu'ils s'organisent de façon à pouvoir être respectés de l'extérieur. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Tenandou et à la semaine prochaine.